Coucou, c'est Mathilde de Grandir à son rythme. Bon, aujourd'hui, je me suis armée de ma petite tasse de café, je me suis installée au calme et je viens de discuter avec toi de l'instruction en famille. Je vais essayer de te répondre ici à quelques questions qu'on peut se poser quand on nous rencontre et qu'on explique que nous avons fait le choix de l'instruction en famille. Alors, l'instruction en famille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un choix d'instruction que l'on peut faire en France, mais qui est devenu très difficile à faire depuis quelques années, en fait, depuis la loi pour le, voilà, la loi séparatiste pour lutter contre le séparatisme en France. Il y a un article dans la loi qui a rendu l'instruction en famille possible uniquement sur autorisation. Donc chaque année, entre le 1er mars et le 31 mai, on doit déposer une demande d'autorisation à faire l'instruction en famille à l'enfant qu'on souhaite instruire pour l'année scolaire qui suit. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi faire ce choix d'instruction? Pourquoi décider d'instruire en famille ses enfants? J'ai envie de te dire que chaque famille a son pourquoi, voire comme nous, ses pourquoi. Donc je vais te parler de nos pourquoi à nous, pourquoi et comment on en est arrivé à faire ce choix. Puisqu'à l'époque, Coquelicot allait à l'école. Elle a été à l'école petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1. Il faut savoir que déjà en maternelle, j'avais des doutes qu'elle se faisait harceler, mais on ne m'a jamais confirmé. Elle est arrivée en CP. Quand elle a fait sa rentrée en CP, je crois que ça faisait 2 ou 3 jours qu'elle était dans l'école des grands, en 11 CP. Elle est rentrée à la maison avec, en fait, elle avait fait une chute dans la cour d'école. Un enfant l'avait poussée. Elle est rentrée avec un double front, mais vraiment énorme. Et quand je l'ai vue dans cet état-là, ben forcément, en tant que maman, j'étais très inquiète. J'ai pensé au trauma crânien parce qu'elle était vraiment énorme au niveau du front. Aucun mot de l'école, aucun coup de fil. C'est moi qui ai appelé les SAMU pour savoir ce que je devais faire pour pouvoir accompagner et soigner ma fille, que l'école n'avait rien fait. Donc déjà là, il y avait eu quelques petits doutes quant au fait qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'école, mais sans avoir confirmation. Et puis forcément, quand j'en parlais à l'école, tout allait bien, madame, tout va bien pour votre enfant, ne vous inquiétez pas. En CE1, j'ai eu confirmation que Coquelicot a été harcelé parce que des enfants sont venus me raconter, des copains, des camarades de classe sont venus me raconter ce que subissait Coquelicot. Et dans le même temps, il y a eu un mot dans le cahier qui était généralisé pour dire que en fait il y avait eu des graffitis dans l'école et donc les enfants victimes de graffitis victimes des graffitis étaient également victimes de harcèlement scolaire, et donc il y avait la directrice qui était passée dans les classes pour faire une sensibilisation contre le harcèlement scolaire. À aucun moment on est venu me dire que ma fille faisait partie de ces enfants qui étaient donc les cibles de ces harcèlements. Sauf que des enfants sont venus me dire que ma fille avait été victime des graffitis dans la cour d'école avant même que je reçois ce mot dans le cahier. J'ai mis les éléments bout à bout et j'ai donc eu confirmation que Méline était harcelée. Et j'ai enfin pu comprendre le changement de comportement parce que plus ça allait, plus elle grandissait, j'ai envie de dire plus elle dépérissait, plus elle se renfermait sur elle-même, elle faisait de plus en plus de cauchemars, elle mangeait de moins en moins, un début de phobie scolaire tout simplement. Pendant les vacances du CE1 au CE2, la seule solution qu'on a eue pour qu'elle aille un peu mieux, c'est de l'envoyer à l'autre bout de la France, dans la famille, pendant quelques jours, pour qu'elle se coupe complètement de ce monde, de cet univers, pour qu'elle revienne à elle-même, qu'elle s'apaise un peu. Mais quand elle est rentrée à la maison, eh bien on était le 15 août, à l'approche du 15 août, et je lui ai dit, bon, eh bien il va falloir préparer la rentrée scolaire. Et là,
le calvaire est revenu, le cauchemar est revenu, les cauchemars, puisqu'elle s'est remise à faire des cauchemars la nuit, et puis à ne plus manger, elle se projetait dans la rentrée scolaire et elle s'en rendait malade clairement. Il faut savoir que dans le même temps, nous, on avait déjà eu une réflexion sur la possibilité de faire l'instruction en famille par plusieurs événements. Déjà, il y avait donc la petite sœur de Coquelicot, qu'on surnomme Rose. À l'époque, elle avait 2 ans, elle était déjà énormément en demande d'apprentissage, mais à 2 ans, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Donc, on était en réflexion de pourquoi pas commencer l'instruction dès ses 2 ans, puisqu'elle est énormément en demande, répondre à ses demandes, à ses questionnements. Et pourquoi pas, du coup, dès la première année, la petite section, eh bien, ne pas la mettre pour la petite section. J'ai eu cette réflexion avec le papa parce que dans le même temps, nous avions rencontré une famille qui faisait l'école à la maison pour ses enfants en petite section et moyenne section et qui avait fait ça pour tous ses enfants, qui commençait à mettre ses enfants qu'à partir de la grande section. D'ailleurs, si jamais cette maman passe dans le coin, eh bien, coucou, tu as eu une grande incidence sur notre choix, voilà, sur notre réflexion, en tout cas. Dans le même temps, j'ai rencontré une autre famille qui est d'ailleurs maintenant très très connue des réseaux, mais parfois un peu décriée. Mais voilà, moi je l'ai connue avant qu'elle soit énormément sur les réseaux, c'était à ses tout débuts. Et donc voilà, cette famille faisait à l'époque l'instruction en famille et en discutant avec eux, j'étais énormément dans cette réflexion, dans cette démarche, donc c'était en juillet-août, hein, je crois, si je me souviens bien. Enfin voilà, on était énormément dans cette réflexion de dire est-ce qu'on passe le cap? Mais finalement, déjà pour la grande, vu qu'elle est, voilà, elle est pas bien à l'école, il faut faire quelque chose. Pourquoi pas tester? Et donc on est parti sur le pourquoi pas essayer déjà pendant les grandes vacances, juillet-août, au 15 août, voyant qu'elle allait pas bien. Ok, on commence, on essaye au 15 août, on fait notre rentrée au 15 août et on voit comment ça se passe. Si ça se passe bien, qu'on y arrive, eh bien peut-être qu'on te désinscrira de l'école, Coquelicot. Voilà la réflexion qu'on a eue à l'époque. Et donc comme ça s'est très très bien passé et que le fait de se dire qu'elle n'irait potentiellement pas à l'école après, son harcèlement, enfin sa phobie scolaire a commencé à aller un petit peu mieux. Je l'ai vraiment vu s'épanouir en fait en commençant à faire l'école à la maison. Donc pour faire court, pour répondre à la question pourquoi ce choix pour nous, ça a été pour mettre fin à la phobie scolaire de la grande, ça a été pour répondre aux demandes de la petite de 2 ans qui était en demande d'apprentissage mais qui n'était pas encore en âge scolaire, et aussi pour que la première, la grande, Coquelicot, puisse apprendre à son rythme, d'où le nom de notre chaîne Grandir à son rythme, qu'elle puisse apprendre à son rythme et pouvoir approfondir les sujets jusqu'au bout du sujet comme elle avait envie parce qu'elle se sentait souvent coupée dans son apprentissage. Parce que, eh bien, ça doit être vu l'année prochaine, donc tu le verras l'année prochaine et pas maintenant. Avec le temps, nos pourquoi ont évolué. Il faut savoir que dans notre famille, eh bien, il y a du haut potentiel, de la dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, bref, multidys, et potentiellement même du TDA. Ça, c'est pas diagnostiqué. Il y a aussi de l'hypersensibilité auditive, tactile, donc bref, hypersensibilité sensorielle, hypersensibilité émotionnelle également. Et donc le fait de pouvoir faire l'école à la maison, l'instruction en famille, nous permet énormément de pouvoir adapter à ces neuroatypies. Je pourrais aller plus loin dans notre pourquoi, mais je pense qu'on en a déjà bien assez parlé pour aujourd'hui. On pourra y revenir si vous avez envie à l'occasion. Mais pour aujourd'hui, on va rester là pour les pourquoi de faire ce choix. Et j'ai envie de te répondre à qu'est-ce qui a changé le fait de faire l'instruction en famille. Bien, est-ce qu'il y avait des avantages? Comment on a vécu ce choix, ce changement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans notre relation entre parents-enfants? Et j'ai envie de te dire de suite oui. Oui, il y a des choses qui ont changé. La
plus grande chose que je retiens de ce cheminement de l'instruction en famille, de ce choix, c'est d'avoir appris à connaître mes enfants de par moi-même et pas par ce qu'on pourrait dire des oui-dire, pas par l'intermédiaire de l'école. Par exemple, je vais prendre l'exemple voilà, d'un de mes enfants, euh, Coquelicot, qui a été à l'école. J'ai appris à la connaître par le biais de l'école à la base, dans le sens où à l'école on me disait votre enfant n'a pas de dyslexie, votre enfant n'a pas de haut potentiel, par contre votre enfant est lente. Et en faisant l'école à la maison, eh bien, j'ai découvert qu'elle avait potentiellement un haut potentiel qui a été validé à plusieurs reprises par notamment un psychologue scolaire. Mais ça n'a pas été un diagnostic officiel posé. Donc, haut potentiel, alors qu'on me disait que non. Finalement, elle est multi-10, alors qu'on me disait qu'elle avait aucun souci et qu'elle n'était pas dyslexique. Donc, elle est dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Donc, elle est multi-10, en plus d'être haut potentiel. Et en plus de ça, le plus gros point à l'école, c'est qu'on me disait qu'elle était très lente et que du coup, ça compliquait beaucoup le travail pour elle parce qu'elle était beaucoup plus lente que les autres enfants. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas qu'elle était lente, mais qu'elle avait une autre façon de fonctionner, qu'elle était très observatrice et qu'elle prenait le temps d'observer et surtout, et ça c'est un point des enfants à haut potentiel, c'est un des points qui a confirmé un petit peu le diagnostic du haut potentiel. Si ton enfant est haut potentiel, ça va te parler. Sinon, eh bien peut-être que tu vas découvrir la pensée en arborescence. C'est-à-dire que quand on lui disait de travailler sur un sujet, eh bien avant même de commencer à travailler sur ce sujet, son esprit commençait déjà à vagabonder vers d'autres sujets, vers d'autres questionnements. Ça l'emmenait voilà, d'un point A à un point F, par exemple, en passant par tous les points, alors qu'on voulait juste qu'elle reste au point A. Donc forcément, elle mettait beaucoup plus de temps que les autres, pas parce qu'elle était lente, mais parce qu'elle réfléchissait énormément et qu'elle observait aussi énormément ce qui se passait autour d'elle avant de se mettre au travail. Par exemple, le petit truc qu'on apprend quand on est notamment au collège, c'est de lire l'exercice avant de le faire. On lit la fiche et ensuite on fait la fiche. En primaire, là où elle était, dans l'école où elle était, eh bien, il fallait se mettre au travail tout de suite. Donc, dans l'école où elle était, eh bien, il fallait qu'elle lise le premier intitulé, la première question, qu'elle réponde, la deuxième, qu'elle réponde, la troisième, elle répond. Et en fait, Coquelicot prenait le temps de lire tout l'énoncé, de réfléchir à ce qu'elle allait répondre, continuer à lire. À chaque fois, à chaque question, elle réfléchissait à ce qu'elle allait répondre. Donc, forcément, on la voyait entre guillemets papillonner, mais parce qu'elle était en train de réfléchir. Et quand elle réfléchissait déjà à la première question tout en lisant la suite de l'exercice, en même temps, elle était en train de se dire oui, mais alors du coup, si on fait ça, peut-être que ça pourrait engendrer ça. Et elle commençait à se questionner plus loin que ce que voulait le programme finalement de sa classe. Et ça, c'est d'ailleurs un des avantages que l'on a vraiment retiré de ce choix d'instruction. C'est vraiment de pouvoir adapter à chacun des enfants, à chacune des neuroatypies que l'on peut avoir à la maison. Quand l'enfant a besoin de s'isoler à cause du bruit parce qu'il a une hypersensibilité auditive, eh bien on peut lui mettre le casque sur les oreilles. Quand il a besoin d'avoir du bruit ou de bouger tout en travaillant, il peut bouger aussi. Donc oui, de pouvoir adapter à l'enfant, c'est le plus gros avantage qu'on a retiré de cette instruction en famille, même si c'est devenu très difficile de faire ce choix, que déjà à la base c'est un choix qui n'est pas facile. À l'époque, il fallait juste faire un courrier, alors c'est ce qu'on a tendance à dire, il fallait juste faire un courrier pour signaler de notre choix. Mais quand on dit ça, on ne parle pas de tous les doutes que l'on est pris en tant que parent, de ce qu'on ressent en tant que parent, par exemple le jour de la rentrée. La première rentrée que l'on a fait en étant en école à la maison, je n'osais pas sortir de la maison avec ma fille. Par peur des... elle n'est pas à l'école.
voilà, du jugement des autres. On est tellement matrixé, j'ai envie de dire, par le rythme scolaire que quand on a commencé à faire l'école à la maison, eh bien, on n'osait pas sortir pendant les horaires de l'école. On sortait à 4h30 comme les autres enfants, on sortait voilà, pendant les vacances scolaires, les week-ends, les mercredis, mais c'était très très difficile de réussir à sortir en dehors des, des horaires, enfin voilà, pendant les horaires scolaires. Et une chose qui nous a pas mal aidé et que j'ai envie de dire, si tu débutes l'école à la maison et que tu ressens vraiment cette petite boule, cette petite peur un peu d'affronter le monde extérieur avec ton enfant qui ne va pas à l'école et d'affronter justement ces questionnements de bah tiens, elle n'est pas à l'école, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, vous êtes hors la loi, vous n'avez pas le droit aussi. C'est de te rapprocher des familles autour de toi qui ont fait ce choix. Alors je sais que c'est pas toujours facile. Il y a des régions où il y a une très grande mobilisation des familles instruites en famille et d'autres régions où c'est beaucoup plus difficile. Dans notre région, par exemple, nous on habite en montagne, il y a beaucoup de vallées, on est, j'ai envie de dire, un peu très vite isolé et donc c'est un peu difficile de pouvoir voir d'autres familles. Donc au début, quand on a commencé, on n'a pas hésité à faire 1 heure de route pour aller voir d'autres familles qui faisaient ce choix. Parce que bah, même si quand on était dans la réflexion, on a rencontré des familles qui faisaient ce choix un peu atypique, quand on a commencé nous à le faire, eh bien on n'avait plus personne autour de nous qui faisait ce choix, les personnes avaient déménagé, avaient quitté la région, et donc bah, on se retrouvait un petit peu isolé, si on peut dire, voilà, un petit peu tout seul dans notre coin, et ça fait du bien de pouvoir rencontrer d'autres familles qui font le même choix que nous. Bien sûr que leurs pourquoi ne seront pas les mêmes que les tiens, mais ils ont fait le même choix que toi, et donc même si leur façon à eux de faire l'école à la maison n'est pas la même que toi, vous avez quand même des points en commun. Je vais finir mon petit témoignage par répondre à la question et aujourd'hui, 8 ans après avoir fait ce choix et avoir renouvelé ce choix chaque année, est-ce que tu regrettes quelque chose? Si c'était à refaire. Et en fait, pour répondre à cette question, eh bien, j'ai envie de te lire un petit article que j'ai écrit, voilà, un petit texte que j'ai écrit pour participer à un article que tu pourras retrouver. Je vais mettre en description, juste en dessous de cette vidéo, le lien de cet article où tu pourras retrouver des témoignages de différentes mamans qui ont participé à cet article. Donc, si c'était à refaire, et tu pourras retrouver tout à la fin de l'article mon témoignage que je vais te lire ici parce que c'est vraiment ce que je ressens et voilà, ça répond à la question de et aujourd'hui, est-ce que tu referais, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Si c'était à refaire, je me ferais davantage confiance et écouterais moins les doutes extérieurs. Je m'écouterais plus, je croirais en mes choix et surtout je referais ce choix car c'est le meilleur pour mes enfants. Si c'était à refaire, je mettrais de côté cette petite voix de la pression, celle qui murmure. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas capable? Et si tu n'en fais pas assez? Car cette peur m'a parfois poussée à chercher des solutions qui en réalité ne convenaient pas. Pour les années de 4e et de 3e de mon ado, de Coquelicot, j'ai voulu sécuriser son apprentissage en lui proposant plusieurs cours en visio, pensant que c'était indispensable. Avec le recul, je réalise qu'elle aurait été bien plus épanouie en suivant sa propre manière d'apprendre, même si ce n'était pas conventionnel. Si c'était à refaire, je l'écouterais davantage et surtout, je me ferais confiance. Si c'était à refaire, je referais tout, ou presque, avec la même conviction, mais avec davantage de sérénité. Car je sais que chaque enfant mérite de grandir à son rythme et que la confiance en soi est le plus beau cadeau que l'on puisse lui transmettre. C'est d'ailleurs le choix que je fais une nouvelle fois
pour mon petit dernier, dont ce sera sa première année d'IEF en septembre. Voilà, parce que cet article a été écrit en juin dernier. Donc oui, si c'était à refaire, je referais ce choix 1000 fois oui, mais avec peut-être plus de sérénité, plus d'écoute en nous-mêmes, plus de confiance en notre capacité à nous d'apprendre.